Jean-Paul Sartre, situation 3. La République du silence, jamais nous avons été plus libres que sous l'occupation allemande. Se taire, perdu nos droits, déportés. Chaque pensée juste était une conquête. Chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Vivre sans phare la condition humaine. Plénitude du sens de cette phrase. Tous les hommes sont mortels. Élite des vrais résistants. Égalité de risque de tous. Démocratie véritable. Contre le nazisme, chaque Français devait conquérir la République. L'occupation fut un phénomène social. L'ennemi n'avait pas de visage. Tout était ruine, tout était creux et vide. Le Louvre sans tableau, la Chambre sans député, le lycée Montaigne sans lycéen. Nous n'osions pas nous plaindre, car nous avions une mauvaise conscience. En guerre, chacun peut faire son métier d'homme. Sous l'occupation, nous ne pouvions ni agir, ni penser. Déjà lu jusqu'à la page dans cette situation. En Europe, nos cités se touchent. En Amérique, tout à coup, une ville surgit. Anciens campements, Détroit et Minneapolis sont nés provisoires et le sont restés. Juxtaposition des quartiers qui s'ajoutent les uns aux autres. Au fur et à mesure que la prospérité d'une région amène des nouveaux immigrants. Céline disait de New York que c'était une ville verticale. Nulle part je ne me sens plus libre qu'au sein des foules new-yorkaises. Simple juxtaposition de parallélépipèdes, rectangles, jamais n'opprime ni ne déprime. Angoisse de la solitude, oui, écrasement, non. En Europe, attachés à un coin de rue, nous ne sommes plus libres. Avant 1930, les grands buildings étaient signes d'une architecture appelée à rayonner sur le pays tout entier. Il a fallu pour les construire une fois que nous n'avons plus. Il y a le mythe du bonheur, il y a des films qui finissent bien, Have a good time, enjoy, life is fun. Collectivité qui s'enorgueillit d'être la moins historique du monde et de ne jamais compliquer ses problèmes par des coutumes héritées vierges face à un avenir vierge, où tout est possible. Les films écrivent l'histoire américaine pour la foule, attachement sentimental de chaque Américain pour son pays d'origine. Complexe d'infériorité des intellectuels devant la culture du vieux continent. Effort obscur et lent de toute une nation pour s'emparer de l'histoire universelle et pour se l'assimiler comme son patrimoine. Respect de la science, de l'industrie, le positivisme, l'amour maniaque des gadgets. La vérité, c'est que chacun de nous est rongé par la peur d'être moins américain que son voisin. L'américanisme n'est pas seulement un mythe, mais chacun la réinvente à chaque minute en tâtonnant. Chaque homme doit trouver seul ses réponses. Le matérialisme ayant dépassé toute subjectivité se promène dans un monde d'objets habité par des hommes-objets. Marx avait une conception plus riche de l'objectivité. L'esprit profond de la science est matérialiste. La nature, dit Hegel, si profondément est extériorité. Le passage d'une étape à une autre est toujours un enrichissement. Il y a toujours plus dans la synthèse que dans la thèse et dans l'antithèse réunie. La tâche, avant même d'être accomplie, appelle l'idée qui en facilitera l'accomplissement. L'idée est postulée, suscitée par un vide qu'elle vient combler. Affirmer avec Lénine que les idées deviennent des réalités vivantes quand elles vivent dans la conscience des masses. La conscience hegelienne est elle-même dialectique, s'engendrant selon des lois de la progression synthétique. Elle est cette nécessité, elle la vit. La déchéance des utopistes, populistes, anarchistes s'explique, dit Staline, par le fait qu'ils ne reconnaissent pas le rôle primordial des conditions de la vie matérielle de la société idéalisme. Admettre le matérialisme pour agir et changer le monde. La foi matérialiste se trouve liée à l'attitude révolutionnaire. Le matérialisme est la philosophie du prolétariat dans la mesure où le prolétariat est révolutionnaire.
Le matérialisme est incontestablement le seul mythe qui convienne aux exigences révolutionnaires. L'effort du philosophe révolutionnaire est un acte. La philosophie, une fois explicitée, rend le militant plus conscient de son destin, de sa place dans le monde et de ses buts. La pensée révolutionnaire est une pensée en action, la pensée des opprimés. La théorie du primat de la connaissance exerce une action négative et inhibitrice en conférant à la chose une essence pure et statique, au contraire de toute philosophie du travail qui saisit l'objet à travers l'action qui le modifie, qui la modifie en l'utilisant. La conception pragmatiste ne saurait lui convenir car c'est un pur et simple idéalisme subjectiviste. Retenir à la vraie exigence révolutionnaire qui est d'unir action et vérité, pensée et réalisme. Le matérialisme interdit de juger. Un bourgeois n'est que le produit d'une rigoureuse nécessité. Le révolutionnaire se défie de la liberté. La liberté stoïcienne, chrétienne, bergsonienne n'ont fait que consolider ses chaînes en les lui cachant. L'action confère le gouvernement des choses et l'autonomie sur laquelle le maître ne peut rien, le libère et l'idée de libération se joint à celle de déterminisme. Prendre conscience de sa liberté au plus profond de son esclavage, c'est mesurer l'efficacité de son action concrète. Il connaît sa puissance. Les marxistes diront que si vous enseignez à l'homme qu'il est libre, vous le trahissez car il n'a plus besoin de le devenir. Je réponds que si l'homme n'est pas originellement libre, on ne peut même pas concevoir ce que pourrait être sa libération. C'est en rejetant la tyrannie de leur maître qu'ils manifesteront le mieux leur liberté. L'oppression ne laisse pour choix que la résignation ou la révolution. L'humanisme révolutionnaire apparaît non pas comme la philosophie d'une classe opprimée, mais comme la vérité elle-même. C'est la vérité qui est révolutionnaire. On remplit le silence avec le bavardage des imbéciles. Les circonstances actuelles de la lutte des classes détournent l'ouvrier de s'exprimer poétiquement. Opprimé par la technique, la poésie demeure subjective. Le nègre, comme le travailleur blanc, est victime de la structure capitaliste de notre société. Le noir en tant qu'indigène colonisé, unité finale rapprochant tous les opprimés. La poésie noire n'a rien de commun avec les effusions du cœur. De Haïti à Cayenne, une seule idée, manifester l'âme noire. La poésie nègre est évangélique, elle annonce la bonne nouvelle. La négritude est retrouvée. La poésie est une tentative incantatoire pour suggérer l'être. Le langage est prose par essence. La réaction du parleur à l'échec de la prose est ce que Bataille nomme l'holocauste des mots. Le mot se trouve contenir tout le mal et tout le bien. Pour construire sa vérité, il faut d'abord ruiner celle des autres. La liberté est couleur de nuit. Il s'agit pour le noir de mourir à la culture blanche. Chacun parle français, parle une langue étrangère. Pour renaître à l'âme noire, comme le philosophe platonicien meurt à son corps pour renaître à la vérité. L'acte poétique danse de l'âme. Césaire appelle ses frères noirs ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni la boussole, ni dompté la vapeur, ni l'électricité, et qui n'ont exploré ni les mers, ni le ciel. Revendication de non-technicité. La négritude est une patience, imitation active de la passivité. L'action du nègre est action sur soi, captation du monde magique par le silence et le repos. Le nègre gagne la nature en se gagnant, compréhension par sympathie. Le secret du noir, c'est que les sources de son existence et les racines de l'être sont identiques. Confiance à la vie. Les techniques ont contaminé le paysan blanc, mais le noir reste le grand mal de la terre, le sperme du monde. Son travail, c'est la répétition du coït sacré. Pour nos poètes noirs, l'être sort du néant comme une verge qui se dresse. Avec l'esclavage, Césaire appelle sa race la race tombée. Le nègre se crée un racisme anti-raciste. Il affirme sa solidarité avec les opprimés de toutes couleurs.
La négritude n'est pas un état, elle est pur dépassement d'elle-même. Elle est amour. Giacometti se moque de la culture et ne croit pas au progrès dans les beaux-arts. Longue silhouette indistincte qui marche à l'horizon émanant comme des commencements premiers. Voici 3000 ans qu'on sculpte et Giacometti prouve que la sculpture est possible. Que je sache seulement en faire une, dit-il, et j'en pourrais faire 1000. En 15 ans, il n'a pas fait une exposition. L'unité merveilleuse de cette vie, c'est son intransigeance dans la recherche de l'absolu. Dans l'esprit, dit Giacometti, il y a trop. Dans l'espace, il y a trop. Pure et simple coexistence des parties juxtaposées, les peintres ont compris que dans les tableaux, l'irréalité de la troisième dimension entraîne de soi l'irréalité des deux autres. Prenant le contre-pied du classicisme, Giacometti a restitué au statut un espace imaginaire et sans partie. En acceptant d'emblée la relativité, il a trouvé l'absolu. Il saute dans l'irréel, il recourt à l'élongation. Il a su donner à sa matière légère la seule unité vraiment humaine, l'unité de l'acte. Avant lui, on croyait sculpter de l'être, et cet absolu s'effondrait en une infinité d'apparences. Il a choisi de sculpter l'apparence située, et il s'est révélé que par elle, on atteignait à l'absolu. Il nous livre des hommes et des femmes déjà vus, êtres dont l'essence est d'exister pour autrui. Il n'est pas content, il veut faire un petit mieux. Vinci disait qu'il n'est pas bon qu'un artiste soit content. Kafka, au moment de sa mort, voulait qu'on brûlât ses livres et Dostoïevski, et peu de temps avant, rêvait de donner une suite au Karamazov. Giacometti s'accroche à ses statues comme un avare à son magot. En vain, il temporise et trouve 100 ruses pour voler un peu de temps avant qu'il nous appartienne. Les mouvements de Calder ne visent qu'à plaire et enchanter nos yeux. Ces mobiles sont alimentés par un moteur électrique et les laissent vibrer au vent. Ils sont ni tout à fait vivants, ni mécaniques, déconcertent à chaque instant. Merci.